L'imposition d'une pensée politique obligatoire, la punition des souverains et des courageux, c'est la fin du projet européen. C'est le cri d'alerte lancé par Robert Fico, Premier ministre slovaque, dans un discours choc qui secoue toute l'Europe. Depuis Budapest, il accuse Bruxelles de dérive autoritaire, fustige l'arrogance des grandes puissances et dénonce une guerre idéologique menée contre ceux qui osent encore penser différemment. Face à la pensée unique, à la censure systématique et à l'écrasement des voix souveraines, Fico dresse un constat implacable. L'Union européenne renie ses fondements et précipite le continent vers le chaos. Ce discours n'est pas un simple constat. C'est une rupture, un coup de tonnerre, une déclaration de guerre politique contre l'hypocrisie des élites. Préparez-vous à entendre ce que Bruxelles tente d'étouffer. Aimez, partagez et surtout commentez. L'Europe peut-elle encore être sauvée de l'intérieur? Thank you. Thank you very much. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, ainsi que le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban. Que Dieu le bénisse pour sa sagesse et son courage, pour cette invitation et l'opportunité qui m'est donnée d'exprimer quelques réflexions. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je participais à des conférences CEPAC, comme c'est le cas aujourd'hui, ou récemment encore aux États-Unis. Oui, je suis un homme de gauche. Je suis un social-démocrate, mais pas du type bruxellois. Avant tout, je suis un social-démocrate slovaque, ou, comme j'aime parfois le dire, un socialiste rural, un social-démocrate venu du village. Ma mission est de défendre les intérêts de mes concitoyens et les intérêts nationaux de la Slovaquie. Je suis partisan d'un État-providence fort. Je suis un étatiste convaincu. En même temps, je souhaite être perçu comme un partenaire fiable et constructif au sein des organisations internationales dont nous considérons l'adhésion comme naturelle et essentielle pour nous. Mesdames et messieurs, il semble parfois impossible de concilier la défense des intérêts nationaux avec les exigences et conceptions internationales de nos partenaires, notamment les plus influents au sein de l'Union européenne. Cependant, je n'ai nullement l'intention d'abandonner l'idée d'une politique étrangère slovaque souveraine, orientée vers les 4 points cardinaux, ni de cesser de défendre résolument les intérêts slovaques au nom d'une philosophie perverse, imposant une pensée politique unique. Je ne veux pas voir notre souveraineté et notre identité nationale se dissoudre dans des structures supranationales, sans genre et sans âme, en particulier celle de Bruxelles. Et je n'ai certainement pas l'intention de sacrifier l'essence de la Slovaquie, fondée sur plus de 1000 ans de tradition chrétienne, sur la famille traditionnelle comme pilier fondamental de notre société et sur un antifascisme fort. C'est ainsi que j'agis. Je suis à l'origine d'un amendement important à la Constitution slovaque, définissant le mariage comme une union unique entre un homme et une femme. Au nom du gouvernement, j'ai soumis au Parlement un autre amendement constitutionnel concernant l'existence de seulement 2 genres, ou encore les conditions d'adoption des enfants. En tant qu'homme de gauche convaincu, je n'ai aucun problème à passer la nuit sur les chaînes de production aux côtés des ouvriers pour défendre de meilleures indemnités de nuit ou des augmentations salariales. En tant que politique antifasciste, j'ai ressenti le devoir d'honorer, en mai dernier à Moscou, plus de 60 000 soldats morts pour la libération de la Slovaquie. Si un tel comportement, souverain et fondé sur des valeurs, est considéré comme un crime en Europe, alors nous suivons une voie très mauvaise et dangereuse. Et si un militant politique de l'opposition slovaque a voulu m'assassiner pour mes positions politiques, alors nous sommes sur une voie encore plus périlleuse. Les conflits de valeurs et les divergences sur la souveraineté et l'identité nationale ne se jouent pas qu'au niveau national. Au sein de l'Union européenne, avec mon ami Viktor Orban, nous nous sommes clairement opposés aux quotas obligatoires et à la mauvaise gestion de l'immigration illégale. Alors que l'énergie nucléaire était encore taboue dans l'Union, j'ai œuvré à l'achèvement de 2 réacteurs nucléaires supplémentaires en Slovaquie.
Je suis un défenseur intransigeant du respect du droit international. La Slovaquie ne dispose ni d'avions de chasse, ni de missiles, ni de drones, ni de munitions en quantité suffisante pour imposer ses idées par la force militaire. Lorsque nous avons retiré nos troupes d'Irak, c'est parce que cette guerre représentait une violation flagrante du droit international, causant d'énormes pertes civiles. Et je parle aujourd'hui de la même violation grave du droit international concernant la guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, je fais de la politique depuis 1991. Je veux dire au plus haut niveau de la politique slovaque. Et je n'ai jamais vu autant de nervosité et d'agressivité s'accumuler dans la communauté internationale. Des conflits armés aux guerres commerciales, en passant par le mépris des règles dans les relations internationales. L'Union européenne, au lieu d'endosser un véritable rôle de médiateur et de privilégier l'option diplomatique, succombe elle aussi à cette nervosité et à cette agressivité. Toute opinion divergente du discours officiel imposé, particulièrement par les grandes puissances de l'Union, est immédiatement réprimée. Il suffit, par exemple, d'émettre une opinion différente sur le président de l'Ukraine, de refuser de fournir des armes à Kiev tout en l'aidant par d'autres moyens, ou encore de qualifier la stratégie de la Commission européenne visant à couper tous les approvisionnements énergétiques russes de préjudiciables à l'économie et à la compétitivité de l'Union. La Slovaquie n'est aujourd'hui accusée ni de violation grave des droits de l'homme, ni d'atteinte à l'état de droit ou à la démocratie. Cela, c'est ce que nous avons vécu entre 2020 et 2023, quand nous étions dans l'opposition, avec des arrestations arbitraires, des inculpations sans fondement, la censure des médias libres et même la mort d'innocents en détention. Où étaient alors les grandes démocraties? Où était l'Union européenne dans son ensemble? Si elle n'a aujourd'hui aucune réponse réaliste à apporter à la guerre en Ukraine, un pays victime d'un prolongement absurde du conflit, si sa seule stratégie consiste à construire un nouveau rideau de fer entre l'Europe et la Russie, que même les États-Unis ne souhaitent pas, alors elle ne peut pas continuer à réprimer la souveraineté des États membres sur des sujets légitimes. Mesdames et messieurs, nous devons peut-être nous attendre à des décisions sans précédent, comme l'abolition du droit de veto des États membres, remplacé par un vote à la majorité qualifiée. Il viendra peut-être un temps où l'on sera puni pour avoir exprimé une opinion souveraine sur la compétitivité de l'Union ou la guerre en Ukraine. Mais il y a une chose que je sais avec certitude, et c'est un avertissement que je tiens à formuler ici et maintenant, en espérant qu'il portera loin. L'imposition d'une pensée politique obligatoire, l'abolition du veto, la punition des souverains et des courageux, le retour du rideau de fer, la préférence donnée à la guerre plutôt qu'à la paix, tout cela signe la fin du projet européen commun. C'est un reniement de la démocratie. C'est le prélude à un immense conflit militaire. Mesdames et messieurs, telle n'est pas la vision de l'Union européenne que je suis prête à soutenir. L'Union doit se bâtir sur le principe de l'unité dans la diversité. Plutôt que de répondre par l'irritation à nos positions souveraines, engageons ensemble un dialogue constructif sur l'avenir de l'Union européenne. Car il est évident que la confiance dans les institutions européennes est profondément ébranlée, que ce soit à cause des échecs individuels de certains commissaires ou à cause des multiples visions, stratégies et feuilles de route hasardeuses qui nous ont conduits au déclin économique, à la perte de compétitivité et à des défis sécuritaires sans précédent. Nous, la petite Slovaquie, avons aussi investi des dizaines de milliards d'euros dans l'Union européenne, et notre voix doit peser dans un tel dialogue. Et si nous voulons véritablement la paix, nous devons être prêts à dialoguer même avec ceux qui sont régulièrement diabolisés, comme la Russie. C'est la seule façon de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui nous affaiblit tous et, ces dernières semaines, nous menace de plus en plus gravement, tant le bruit des sabres se fait entendre dans la plupart des pays européens, avec une irresponsabilité inquiétante. Mesdames et messieurs, je conclus par un appel.
Faisons de notre diversité, de notre souveraineté et de notre identité nationale non pas des faiblesses, mais des forces. Merci infiniment. Le discours de Robert Fico n'est pas qu'un cri politique lancé depuis une tribune internationale, c'est une leçon vivante d'intégrité, de lucidité et de courage. À travers ces mots, il nous enseigne qu'exceller, ce n'est pas se conformer. Exceller, c'est tenir bon, même quand tout pousse à plier. C'est avoir la force de penser par soi-même, de parler quand d'autres se taisent, de rester fidèle à ce que l'on est profondément, malgré les pressions extérieures. Dans un monde qui tend à uniformiser les opinions, à sanctionner la différence, à disqualifier toute voix dissidente, Fico nous rappelle que la véritable excellence, personnelle, professionnelle ou même nationale, repose sur la capacité à défendre ses convictions avec clarté, constance et courage. Il nous montre qu'on peut être engagé sans être extrémiste, souverain sans être fermé, loyal à ses racines sans rejeter le dialogue. Son discours est aussi un appel à ne pas confondre confort et vérité, à ne pas céder à la facilité de suivre le courant dominant si celui-ci mène à l'érosion de nos repères, de notre volonté, de notre liberté intérieure. Dans la vie de tous les jours, comme dans nos responsabilités professionnelles, nous avons tous à choisir, suivre ce qui rassure ou incarner ce qui est juste. Et souvent, l'excellence naît précisément de ce choix difficile. Alors posons-nous ensemble ces questions, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos principes ? Peut-on réussir durablement sans aligner nos paroles à nos actes ? La souveraineté, qu'elle soit individuelle, intellectuelle ou nationale, est-elle aujourd'hui un luxe ou une nécessité vitale ? Et au fond, l'Union européenne peut-elle encore être cet espace d'unité dans la diversité ? Ou dérive-t-elle, comme le dit Fico, vers une structure autoritaire au service d'une pensée unique ? Ceux qui s'y opposent sont-ils des saboteurs ou au contraire les derniers gardiens de l'équilibre européen ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces réflexions vous ont parlé, je vous invite à réagir en commentaire. Vos avis sont précieux, vos idées enrichissent le débat. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment et à très bientôt.